à l'initiative du Conseil général de Haute-Savoie, en partenariat avec l'Association des maires de Haute-Savoie, à partir d'un montage de Philippe Garin, sous le regard de Françoise Sage, 11 novembre 2014, un homme, une femme, en ce moment même, dans les 294 communes du département. Parole de Poilu. pour la mémoire et la paix. Samedi 1er août 1914. Mobilisation générale, 4 millions de Français. Lundi 3 août. 3 août. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Lettre de Aimé, 17 ans. La traversée de Commercy se fit au pas cadencé, armes sur l'épaule. Il importait de ne pas offrir le spectacle d'un troupeau incohérent et flasque. Montrer à la population les signes extérieurs d'une troupe organisée et disciplinée. Dieu, que c'est long ce bourg. Ma baïonnette s'empêtre dans mes cuisses, mon col tiré en arrière m'étrangle. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vas-y, c'est bon. Regardez, bourgeois, notre pas cadencé permet à votre volaille de cuire en son four. Par hasard, en levant les yeux, j'aperçus une fillette jolie et un peu mièvre. À voir ses yeux émus et admiratifs, j'ai compris que sans doute nous étions beaux, Oui, grand, nous allions par là-bas où l'on meurt, où l'on était figurés, hachés. déchirés, et nous y allions au pas, au son des cuivres aigus. Nous portons dans nos cartouchières la mort. Nos Nos fusils tuent. tuent. Nous sommes forts et doux peut-être, Nous sommes une bête formidable qui pourrait broyer cet enfant, sans la voir. sans entendre ses cris et sa plainte. Son admiration est une vague d'effroi et de piété. Nous sommes un énorme troupeau de formidables douleurs. Nous sommes un rempart des joies, de l'amour, du bonheur. Sans accepter cette tâche, nous Nous mourrons mourrons pour pour elle. Peut-être cet enfant ignorante, naïve, coquette, ne l'a-t-elle pas compris. Mais elle l'a senti. Son regard me réchauffe, son admiration m'a fait tendre le jac, son sourire m'a donné du cœur. Elle était peut-être tout simplement jolie. À mes côtés, sous son regard, mes camarades aussi se sont redressés. 1000 rêves ont peut-être caressé leurs pensées. Un charme sensible paraît les avoir touchés. Et parce qu'une fillette les voyait, Ils eurent un regard plus serein et plus clair, une démarche plus ferme, un front plus guerrier. Lettre de Maurice. Mon carnet, mon cher carnet, la plus intime chose que je possède ici. Comme je suis heureux de t'ouvrir, de causer avec vous. Quelle journée remplie, mon Dieu. Je suis éreinté. Heureusement que notre gentil petit sergent m'a offert de partager un lit qu'il a trouvé chez une brave femme du pays. Ce matin, nous avons été à l'exercice de la compagnie, en plein champ. Cette vie toute nouvelle m'intéresse au plus haut degré. Et puis ce beau temps continu, le soleil, l'air pur, me font oublier absolument la cause de notre présence ici. Va-t-on vraiment se tuer? Va-t-on vraiment se tuer? 3e semaine du mois d'août 1914. En 5 jours, 140 000 morts. 27 000 morts la seule journée du 22 août. Fin 1914, début de la guerre des tranchées. Déclaration du maréchal Foch. Les lauriers de la victoire flottent à la pointe des baïonnettes ennemies. C'est là qu'il faut aller les prendre, les conquérir, par une lutte corps à corps si on les veut. Se ruer, mais se ruer en nombre et en masse, se jeter dans les rangs de l'adversaire et trancher la discussion à l'arme froide. Lettre de Anonyme. Comment décrire? La petite église à moitié éventrée, l'intérieur mis à sac. Au milieu des plâtres et des pierres effondrées, une chaise est redressée. On est venu prier dans ce chaos. Le livre est encore ouvert sur le dossier. Les arbres sont déchiquetés, les racines tordues gémissent vers le ciel. Une tombe d'un soldat français. Quelques pelletées de terre sur le mort, de qui on aperçoit les 2 bouts de souliers. Lettre de Étienne. Comment décrire?
La nuit dans la tranchée de deuxième ligne, bien installée, petite niche individuelle avec de la paille. On peut y dormir, on déroule le couvre-pied et bonsoir. Tout à coup, je m'éveille. Partout des coups de fusil. Mes voisins s'éveillent aussi et bouclent les sacs en vitesse et mettent le bidon des musettes. Les Boches attaquent. Les balles sifflent, visage ahuri et inquiet, silhouette qui passe sur la route en courant et en se baissant. Je me fous par terre dans du fil de fer coupé, le sac monté à la diable balotte. Les musettes battent les jambes, on se précipite dans les trous de tranchées, n'importe comment. Baïonnette au canon. Crie le sergent qui se promène au milieu des balles sur la route comme un paysan dans ses blés. Ordre de ne pas tirer, la fusillade se calme, elle traîne, elle cesse, on se redresse un peu, on respire, on regagne sa place, il y a un blessé au pied, c'est mon caporal. Voix lointaine, bruit de dispute. La section du lieutenant a tiré sur les nôtres. C'est terrible, la fréquence et la répétition de ces erreurs. Patrouille, sentinelle, malgré les recommandations, tirent à tort et à travers. On respire. On l'a échappé encore ce coup-ci. On mange, on se recouche, on se rendort. Lettre de Marcel. J'ai vu deux beaux spectacles. D'abord les tranchées de Boche défoncées par notre artillerie, malgré le ciment et les centaines de sacs empilés, les uns au-dessus des autres. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est le moins, ce sont les cadavres, à moitié enterrés, montrant qui un pied, qui une tête, d'autres, enterrés, sont découverts en creusant les boyaux. Que c'est intéressant, la guerre. On peut être fier de la civilisation. Lettre de Pierre. L'attaque du 9 a coûté... C'est le chiffre donné par les officiers. 85 000 hommes et 1,5 milliard de francs de munitions. Et à ce prix, on a gagné 4 kilomètres pour retrouver devant soi d'autres tranchées et d'autres redoutes. Déclaration du maréchal Joffre. Aux armées. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne sera tolérée. Lettre de Henri. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux, humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout, je meurs innocent. Lettre de Léonard. Je sous-signais Lémarie Léonard, soldat de 2e classe, né à Seillac, Corrèze. Le conseil de guerre me condamne à la peine de mort pour mutilation volontaire et je déclare formellement que je suis innocent. Je suis blessé ou par la mitraille ennemie ou par mon fusil, comme l'exige le major, mais accidentellement, mais non volontairement. Et je jure que je suis innocent.
et je répète que je suis innocent. Je prouverai que j'ai fait mon devoir et que j'ai servi avec amour et fidélité et que je n'ai jamais faibli à mon devoir. Et je jure devant Dieu que je suis innocent. Lettre de François. Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse. Tout cela est bien bon. Je te remercie beaucoup. Le tricot me convient aussi. Il vaut mieux qu'il soit blanc pour mettre en dessous. Et puis il est très chaud, ainsi que les chaussettes. Pour le caleçon, ne te dérange pas. Si j'y vais, nous l'achèterons tous les deux. Pour le moment, je n'ai pas froid. Je ne sais pas si je resterai longtemps à l'hôpital, mais j'ai l'espoir de rester quelque temps, car j'ai besoin d'engraisser un peu. Ne te fais pas de mauvais sang. Embrasse bien les enfants pour moi. Le petit Jean, il semble que je ne le connaîtrai pas. Lettre de Marcel. De loin, la pensée vigilante des mers nous fait comme une enveloppe mystérieuse à notre âme, s'emmitouflant à moindre froid et à moindre peur. Un peu de la tiédeur d'un sein y reste encore, et c'est d'une douceur triste et profonde, un peu trouble, comme les choses qui nous dépassent ou nous viennent de très loin. Oh, réseau léger, réseau exquis qui palpite devant les bottes, comme une fine toile d'araignée au vent du matin frais, dans une crainte continuelle. Et parfois, dans le soir, de grands élans de tendresse nous secouent. On a marché, on lutte tous les jours. L'effort physique étouffait en nous la pensée. Tels des bêtes pauvres, on allait les sens tendus, le cœur bandé comme un ressort neuf. Brusquement, un frisson est venu, puis une lassitude infinie et le besoin immense d'être doux, d'aimer, de faire des caresses, d'avoir des paroles exquises et de fondre tout entier dans un seul cri. Maman. Lettre de François. Ma chère Marie, je t'ajoute encore ceci en cas d'accident, que je ne puisse pas retourner chez nous. Je te nomme toutes les choses ou objets qui sont restés chez moi, à la maison, pour que tu puisses y réclamer, en cas que je ne puisse le faire moi-même. Ce sera toujours ton intérêt et celui des enfants. Voici les noms. 2 garde-robes et leur contenu. Un pressoir à tomes. Le gros et le petit horloge. 3 bonbonnes, dont une avec 8 litres d'eau de vie, une autre avec 1 litre environ. 40 litres de navet dans un sac. 6 bénons. Un gros bénon contenant un quart. 3 gros tonneaux. Une maconnaise. Un petit tonneau. Et le vinaigre, s'il est bon. Au fond de la remise, à Jean-Marie, il y a une cave où il y a un tonneau de 400 litres environ avec du vin dedans. Tu regarderas à la maison d'en bas sous la remise. 2 échelles à foin, timon, longe, presse et de la paille. Au fenil, un certain nombre de planches sapin, avec l'une ou 2 belles planches en noyer. Paille de toit à la chambre. Le garde-manger et son contenu. Beaucoup de fer à forger. Des ferrures complètes, d'une paire de joues. Beaucoup de bois de travail. Les vieux bras du char-à-banc. Un grand cuvier à lessive avec son couvert et sa chaise. Un saloir en chêne, avec son couvert aussi, et une chaise à s'asseoir, neuve au grenier. Je crois que c'est tout. Au cas où, tu pourrais demander à mon frère Casimir s'il ne reste rien. Ton François qui t'aime pour la vie. Lettre de Marius. Le 11 novembre 1918. 11 heures du matin. 11e compagnie. Ma chère bien-aimée pour la vie, tout est fini. La paix est signée. On ne tue plus. Le clairon sonne. Le cessez-le-feu. Je suis à Aumont dans les Ardennes. Je pars à l'instant pour la frontière. T'en fais plus. Je suis maintenant hors de danger. Ne peux plus écrire plus longuement aujourd'hui. Meilleures 12 caresses à vous tous. À toi, bon baiser et à bientôt. Lettre de Eugène. Le 13 novembre 1918. Chers parents, cette fois, je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9, à 10 heures du matin, il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête.
Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre. Le matin, au petit jour, le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher car le Boche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9 h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence, d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive, on allume un grand feu, les rescapés se rassemblent. Tout le monde est content mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à 2 h et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne.